Bonjour chers amis, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle séance de dimanche d'idées, de rire et d'échange pour notre Sunday Speaking Series proposée par Shub Language Academy en partenariat avec The French House Chapel. Et comme vous voyez que les plus belles idées naissent du dialogue. Alors notre thème d'aujourd'hui s'intitule « Face à l'IA, l'enseignement supérieur est-il dépassé ?» Et pour en parler, on va discuter, on va vraiment créer une séance assez enrichissante et intéressante basée sur ce thème. Et comme d'habitude, je vais contextualiser ce thème d'aujourd'hui. Alors, on voit qu'il y a l'essor spectaculaire de l'intelligence artificielle aujourd'hui. On voit ça partout. Et qui a bouleversé en profondeur le paysage éducatif. En quelques années, les outils de l'IA générative, là je vais laisser les autres entrer, voilà, les tuteurs intelligents et les plateformes ont transformé les modes d'apprentissage, offrant aux étudiants des réponses instantanées, bien sûr, un accompagnement personnalisé et des ressources illimitées. Pendant que les entreprises adoptent massivement ces technologies, les universités, souvent freinées par leur structure lourde et leur rythme institutionnel lent, peinent parfois à s'adapter à cette nouvelle dynamique. Cette évolution accélérée redéfinit les compétences attendues, les méthodes d'évaluation et même le rôle traditionnel de l'enseignant. Alors, dans ce contexte, l'enseignement supérieur peut-il encore rester au centre de la formation ou risque-t-il d'être dépassé par l'IA? Notre question d'aujourd'hui. Alors, pour démarrer, je vous pose la grande question. Alors, est-ce que vous croyez que l'IA, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, remet-elle réellement en cause le rôle traditionnel de l'université? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez-y, si vous avez quelque chose à dire sur ce thème-là d'aujourd'hui, ou bien en général, quel est le rôle de l'intelligence artificielle dans le monde contemporain? Comment vous voyez ça? C'est quoi le rôle et c'est quoi votre approche? Et personnellement, vous en servez ou pas? C'est quoi votre approche pour étudier, pour avancer avec l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que vous en faites? Voilà, je passe la parole à vous, Douel Baki. Allez-y, on vous écoute. Bonjour monsieur, bonjour à tous. Je suis désolée, je ne peux pas allumer mon écran aujourd'hui. C'est un peu difficile C'est pas grave. chez moi. Non, il n'y a pas de souci. Allez-y. Oui, monsieur, je suis très ravie de vous rejoindre aujourd'hui. Et je pense que l'intelligence artificielle, c'est une nouvelle chose pour nous tous. Mais ça devient très important pour les apprenants ainsi que les enseignants. Surtout pour pour le domaine d'enseigner la langue étrangère parce que des fois, je ne pense pas, c'est pas très clair à moi à quoi faire après quelques années. Si c'est, ça va être, comment dire, est-ce que nous aurions des étudiants pour apprendre la langue parce qu'il y a beaucoup de logiciels où les étudiants eux-mêmes peuvent avoir l'aide des logiciels comme moi aussi. J'ai fait quelques projets pour mes études pour faire le master et j'ai pris beaucoup d'aide de ChatGPT parce que je n'ai pas le niveau pour écrire les projets pour un master. Alors, pour avoir ce niveau et comme je suis écrivain en bengali, j'ai la perception de niveau supérieur. Et je ne peux pas traduire ce niveau en français, comme j'écris en bengali ou comme j'écris en anglais. Alors, c'est beaucoup difficile pour les étudiants comme nous de faire la même chose
les choses qui sont dans les têtes et qui se traduisent par les ongles. C'est un défi pour nous. Mais ça, c'était aussi un peu déprimant pour moi parce que je voulais être vraiment honnête avec ma recherche, mais je ne pouvais pas faire ça. J'avais beaucoup de ChatGPT et j'ai aussi discuté ça avec ma directrice, et, honnêtement. Mais elle aussi sait que c'est les choses pratiques. Les étudiants ne discutent pas, mais tout le temps, c'est la chose. Et aussi pour renseigner les choses, quelquefois, ça devient beaucoup aidant pour nous, comme enseignants. Surtout pour faire des exercices, pour pratiquer pour des exercices à faire dans les classes. Alors, comment éviter? Il n'y a pas de choses pour éviter. On doit étudier, on doit apprendre comment utiliser ces logiciels, ces applis pour effectuer dans notre vie, n'est-ce pas? C'est mon avis. Tout à fait, tout à fait. Très bien. Merci beaucoup, Doël Baki. Vous avez bien soulevé une grande question. Vous avez dit à la fin comment éviter, comment l'éviter. Alors, je pense que c'est vrai ce que vous dites à la fin que faut pas l'éviter, mais plutôt l'intégrer intelligemment. Ça va être notre solution. Et ce que vous dites que est-ce que dans les jours à venir, dans les années à venir, est-ce qu'on va se dépasser, pardon, on va se passer des profs? Est-ce qu'on n'aura plus besoin de profs? Est-ce qu'on peut tout apprendre soi-même? C'est une grande question et donc c'est pour tout le monde d'y répondre. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que vient de dire Doël Baki. Et de plus, vous dites que c'est un apprentissage à vie. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Doël Baki, parce que chaque jour, on apprend quelque chose de nouveau et il faut avancer, il faut améliorer son niveau, ses connaissances. Et ça me fait penser à l'Antiquité. Autrefois, ce qui se passait, c'est que on écrivait autrefois exclusivement à la main. Et il y avait cette arrivée de la machine à écrire qui a suscité méfiance et rejet. Parce qu'on disait, non, tu n'avais écrit à ta main et donc tu as tapé. Et donc, ça a créé beaucoup comment dire, beaucoup de polémiques parce qu'on disait, oh, non, non, c'est pas à la main, tu as tapé. Maintenant, c'est devenu quelque chose de normal. Et de la même façon, on a vu qu'avant le broyage, c'est-à-dire quand on écrasait, on le faisait avec les pierres, vous voyez. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de mixeur, ça n'existait pas. Mais avec, comment dire, le développement et l'avancement technologique, on a vu qu'il y avait des mixeurs. Et donc, tout ça a été remplacé par les machines. Mais au début, il y avait cette résistance, mais petit à petit, on l'a appropriée autour de nous. C'est la même chose avec l'apprentissage des langues. Si vous vous en souvenez, ce qui se passait, c'est qu'on reposait uniquement sur les livres, mais il y avait des cassettes, il y avait des CD, et puis il y avait l'Internet. Mais après tout, est-ce que ça a beaucoup amélioré l'apprentissage ou pas? Ça reste toujours une grande question. Et aujourd'hui, avec l'IA, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, c'est la grande question qui se pose toujours. La même question, est-ce que c'est la tricherie? Est-ce que c'est de la triche ou est-ce que c'est vraiment un apprentissage? Et donc, c'est une question qu'on doit se poser avant d'avancer pour se dire, est-ce que je suis sur la bonne piste d'appropriation et d'acquisition d'une façon correcte ou c'est une tricherie, c'est la tricherie. Voilà. Et donc, oui, Smitaji, vous voulez dire quelque chose sur ça? Oui, Allez-y, je vous passe la parole. Bonjour tout le monde. Récemment, l'université de Harvard a créé et fait un sondage pour ça. Et j'ai vu deux podcasts et l'interview entre les profs et cette prof. Elle est très inquiète parce que quand elle donne un devoir pour les étudiants, elle a découvert que 86% des étudiants toujours utilisent l'IA dans les devoirs, dans les exposés et tout ça. Selon ça podcast, il y a un interview très intéressant. Je vous envoie, Jayavardhan, le lien. C'est très intéressant parce que les profs à Harvard, il a aussi dit que nous sommes vraiment très inquiets parce que ça change
très rapide. Le rythme est très rapide, ce que les étudiants font avec l'IA. Et ils ont pensé, ils ont dit que c'est le moment pour, how to say, upskill, améliorer nos améliorer ses compétences. améliorer nos compétences. Et nous sommes, comme professeurs, c'est notre, how do you say, the ball is in our court or it is to us. Voilà, ça dépend de nous à la fin. Ça dépend seulement de nous pour améliorer ou pour faire mieux dans la salle de classe. Parce que c'est un rythme qui est très rapide et il est autour du monde. C'est un gros, selon moi, je pense que c'est un grand enquête. Surtout sur tous les profs autour du monde. Oui. Oui, tout à fait. Très bien, merci Smitaji, vous avez bien parlé de Mais je voudrais ajouter un moment, s'il te Oui, plaît. allez-y. Oui, oui. Excusez-moi. Non, non. Je voudrais ajouter que l'IA est là, l'IA est là, il est à l'avenir aussi avec nous. Mais je pense très fortement que la place du prof, il n'est pas remplacé par l'IA. Parce qu'il n'a pas toutes les, comment dire, toutes les compétences que le prof a dit. Il est efficace, il est bon, il est très rapide, il nous donne toutes les solutions et les réponses. Mais je pense très fortement que la place de la prof et la famille, il n'est pas remplacé ça. Merci pour votre attention. Très bien, parfait. Merci beaucoup, Smitaji. Alors, c'est vrai qu'on ne peut jamais remplacer le prof, mais peut-être son rôle, ça change. Et il faut s'adapter selon les besoins, selon les avancements technologiques autour de nous. Alors, vous parlez de cette enquête de Howard University. Et donc, c'est vrai qu'il y a une appui énorme de la part des étudiants sur l'IA. Et donc, ce qui est nécessaire, c'est de ne pas copier aveuglement. Et donc, c'est nécessaire de vraiment comment dire, chercher à comprendre et surtout développer son esprit critique. Parce qu'après, ça reste quelque chose au niveau personnel. Parce qu'après, on comprend qu'avec l'IA, on peut copier, on peut coller, on peut faire de belles phrases. Mais est-ce qu'on peut les refaire quand on n'a pas ces outils-là? Alors ça c'est la grande question. Et de plus, je pense que vous avez parlé d'usage de l'IA, même pour pour les dissertations, pour les travaux universitaires rédigés par les étudiants. Enfin, à l'époque, on disait que porter des lunettes, ça me fait penser à cet exemple. Quand on dit que quelqu'un porte des lunettes, on ne va pas dire que c'est de la tricherie parce que on porte pour améliorer sa vision grâce à ce support extérieur. Et c'est vraiment pour voir le monde avec une clarté profonde. Et de la même façon, l'IA ne peut pas remplacer l'intelligence humaine. Ça reste quelque chose pour nous, mais ça peut l'amplifier. Ça, on peut comprendre. Et voilà. Et ça, c'est important de voir comment est-ce qu'on peut s'en servir. Je passe la parole à vous, Poonima. Oui, bonjour monsieur, bonjour à tous. Le sujet d'aujourd'hui, c'est très intéressant comme d'habitude. Et ici, pour parler sur l'IA, l'IA facilite l'accès à l'information, mais savoir analyser et critiquer et quand même pour utiliser cette information, ça reste une compétence humaine. Et aussi, de plus, de nombreux métiers, je pense, de nombreux métiers, on ne peut pas remplacer seulement avec l'IA, comme par exemple le métier de médecin et ingénierie, comme ça. Aussi, quand on compare les universités avec la technologie, ici dans l'université, les étudiants peuvent avoir d'autres opportunités comme ils peuvent débattre avec les collègues et avec les autres étudiants et aussi
il peut rencontrer les autres. Aussi, il y aura l'apprentissage collectif dans l'université comparé à la technologie, particulièrement lien. Aussi, pour répondre à la question, à la sujet d'aujourd'hui, face à l'intelligence artificielle, l'enseignement supérieur n'est pas dépassé. Mais on peut considérer l'IA comme d'autres inventions. Et aussi, l'IA, ce n'est pas considéré comme la menace pour tous. C'est une opportunité pour améliorer nos connaissances. Je suis tout à fait d'accord avec Madame Smitaji. Et ici, on ne peut pas utiliser seulement l'IA. Autrement, qu'on a utilisé seulement les technologies, il y aura des effets néfastes. Par exemple, on utilise beaucoup d'outils électroniques, ce qui n'est pas bon pour la santé. C'est pourquoi seulement avec l'IA, on ne peut pas faire, ce n'est pas possible de faire l'apprentissage. Et aussi, c'est vrai que l'enseignement supérieur, c'est le besoin pour tous. Merci pour m'avoir écouté. Très bien, parfait. Merci beaucoup, Poulima. Alors, vous avez raison. Vous dites que ce n'est pas une concurrence, ce n'est pas la compétition. Plutôt, c'est on va dire la complémentarité. C'est-à-dire, on peut travailler avec l'IA et, comme disait Smitaji, pour upskilling, pour améliorer ses compétences, on peut l'utiliser. Bien sûr, chaque jour, c'est un jour pour avancer et pour développer ses compétences. Et comment on peut le faire d'une façon concrète? C'est en considérant que l'IA, c'est pour nous aider à avancer. Voilà. Très bien, merci pour l'image. Je vois les autres aussi. Oui, Doué Paki, je vous passe la parole. Ah oui, monsieur, j'ai écouté Madame Smita Gandhi et je voudrais ajouter quelque chose. Comme nous sommes actuellement, je pense que c'est actuellement dans une situation où nous sommes dans le déni. Nous sommes dans le déni parce que intelligence artificielle, si nous est courant, si nous pourrons nous mettre à jour pour toutes les nouvelles autour du monde, on peut savoir qu'il apprend à une vitesse fulgurante. Et comme elle lit des milliards de textes chaque seconde et on saisit toutes les subtilités des humains. Et il lui serait alors de combler son retard actuel. Ça peut être comment dire, au niveau des humains assez bientôt. Et je pense que dans une classe avec beaucoup d'élèves de bon niveau, cela pourrait être un peu difficile, mais individuellement, l'intelligence artificielle, ça peut aider énormément parce que si je vous donne un exemple comme ma mini-thèse, le sujet était la comparaison avec l'autrice sénégalaise Mariam Abba et l'autrice bengali Mahashweta Devi. Alors, ChatGPT m'avait donné beaucoup de perspectives de post-colonisation, de féminisme et toute autre chose. Comme c'était comme comment était l'évolution en Sénégal et aussi à l'Inde et comment c'était différent dans le style d'écriture dans deux autrices. Et j'étais si surprise de son niveau.
Et j'avais peur. C'est une vraie chose. J'avais peur à voir que elle peut savoir trop de choses qui nous avons développées dans 20 années. C'est pour 20 minutes pour un logiciel. C'est effrayant. Et alors, je ne pense pas que ce soit très difficile pour un logiciel de s'améliorer. Alors, c'est ça. Très bien, merci beaucoup Noël Paki pour cet exemple, mais c'est intéressant, c'est-à-dire avec un clic, vous avez tout. Donc, vous dites que peut-être pour une personne, ça va prendre à peu près 20 ans de recherche, ou voire 5 ans, 3 ans, je ne sais pas, mais dans un clic, on a tout et puis on peut tout comprendre. Et ça vous fait peur parce que des fois, c'est inimaginable de tout trouver dans un seul coup. Mais c'est vrai que ça nous ouvre aussi aux perspectives inconnues dont on n'avait aucune conscience peut-être. Et bien sûr, ça va nous aider à vraiment développer, détailler ce qu'on va faire. Mais après, il faut rester neutre. Il faut aussi avoir cet esprit critique de vraiment choisir et piocher peut-être les points, les éléments qui sont importants, qui sont corrects. Il faut bien sûr les valider parce qu'après, on ne sait pas, des fois, il y a aussi des erreurs. Mais c'est vrai ce que vous dites que la plupart du temps, tout ce qui est partagé, parce qu'il va piocher de tout ce qui est disponible sur la toile, sur l'Internet, pour nous mettre à un seul endroit sur notre, on dirait, l'onglet où on est en train de regarder ça. Et donc, comme ça, on peut tout comprendre en détail et puis on peut avancer petit à petit ce dont on va vraiment, comment dire, se servir. Voilà, ça va nous aider. Très bien, merci beaucoup Douel Paquet. Donc, si on a des dissertations, on a des travaux assez intenses, soit si c'est la littérature, la technologie, les mathématiques, tout est là, mais l'esprit critique et le fait d'arriver à vraiment juger et évaluer ce qu'on voit autour de nous, est-ce que c'est correct ou pas? Alors, encore, on peut faire des recherches. Par exemple, en choisissant un petit thème à travers toute cette option qui nous est présentée, on peut aller pour une autre recherche profonde pour voir si c'est correct ou pas, et on peut consulter d'autres documents. Alors, c'est vrai qu'il y a une pléthore de documents, mais comment on va vraiment naviguer parmi tout ça, ça va être un grand défi, un grand challenge auquel on va faire face dans ce monde contemporain. Très bien. Merci. Je passe la parole à vous, Lakshmi. On vous écoute. Bonjour, professeur. Bonjour tout le monde. Face à l'IA, l'enseignement supérieur est-il dépassé? C'est un sujet très pertinent ces jours. Bien que l'IA progresse rapidement, l'enseignement supérieur continue de jouer un rôle essentiel. Toutefois, les universités doivent adapter leurs pratiques pédagogiques pour rester efficaces. Étant donné que le marché du travail change vite, les enseignants doivent actualiser leur contenu. En revanche, l'IA ne peut pas offrir la même qualité d'accompagnement humain. Ainsi, l'enseignement supérieur n'est pas dépassé, mais il doit évoluer pour répondre aux nouveaux défis pour moi. À mon avis, les points positifs comme l'IA permet d'offrir des ressources rapides et accessibles à tous. Elle aide les étudiants à mieux réviser grâce à des explications personnalisées. Elle soutient les enseignants en automatisant certaines tâches comme la correction. Pour moi, les points négatifs, l'IA peut réduire l'esprit critique si les étudiants l'utilisent sans réfléchir. Elle ne remplace pas la relation humaine essentielle pour guider un étudiant. Certains enseignants peut-être peuvent se sentir dépassés par la technologie.
pour conclure, il est essentiel que l'enseignement supérieur s'adapte afin que l'IA devienne utile, positive et non une menace. C'est tout, professeur. Parfait, très bien. Merci beaucoup, Lakshmi. Alors, vous avez raison. Vous dites qu'il y a vraiment un besoin réel de actualiser le contenu et donc, ça, c'est nécessaire pour les universités de s'adapter selon les besoins et selon la demande du marché du travail. Parce qu'après, quand on trouve qu'il y a un fossé entre tout ce qui est enseigné et tout ce qui est exigé au travail. Et des fois, il y a des chocs et des surprises chez les jeunes, je dirais, les jeunes personnes qui commencent leur carrière. Et donc, il faut que ça soit adapté selon le besoin et la demande de marché de travail. Et puis aussi, vous parlez de l'accompagnement humanisé et personnalisé qu'on trouve avec la présence d'un prof. Mais bien sûr, ça va être, je dirais, comment dire, renforcé à travers l'IA. Et puis, l'esprit critique, ça reste quelque chose qu'on ne peut pas négocier. Il faut que ça soit là chez les apprenants. Merci beaucoup, Lakshmi. Je passe la parole à vous, Meenakshi. On vous écoute. Merci. Oui. Bonjour à tous. Je suis d'accord avec ce que Lakshmi a dit et je vais aller plus loin à évaluer si le système éducatif a bien évolué et bien est en cohésion avec l'avancement de la technologie aujourd'hui. À mon avis, l'enseignement en général est en train d'une évolution énorme. Les études doivent trouver sa place au milieu des transformations rapides générées par IA. En fait, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que l'éducation actuelle nous entraîne vraiment vers un avenir mené par IA? Et la réponse est bien oui et non. Oui, on a bien incorporé les matières telles que robotics, compréhension d'IA, etc. dans notre système d'éducation actuel. Les étudiants sont bien exposés aux sciences de créer, mener et de manipuler les robots et l'IA. Mais est-il suffit? À mon avis, non. Il faut bien intégrer les études traditionnelles avec la technologie afin de les regarder avec un nouveau point de vue. Par exemple, pourquoi pas essayer de retrouver les réponses compliquées des questions impossibles à résoudre, par exemple en séance, en utilisant des outils d'IA. Les approches traditionnelles de mémoriser et expliquer la théorie ne sont plus pertinentes. Le système d'éducation sera mieux avec l'intégration d'IA au lieu de l'opposer. Merci. Très bien, merci beaucoup, Meenakshi. Bien sûr, c'est vrai ce que vous dites, c'est-à-dire, il ne faut pas l'opposer. Et donc, faut pas être contre tout ce qui est autour de nous en ce qui concerne les évolutions technologiques, mais comment on peut vraiment les intégrer dans nos approches pédagogiques pour vraiment favoriser l'enseignement, l'apprentissage chez tout le monde. Très bien. Merci beaucoup, Meenakshi. Je passe la parole à vous, Kashmira. On vous écoute. Oui, bonjour tout le monde. J'ai écouté toutes les personnes et moi aussi, je suis d'avis que l'IA a les avantages et les inconvénients. On ne doit pas être esclave à l'IA et parce que l'IA, je pense que l'IA a tué notre créativité. Maintenant, et l'IA nous a forcé, nous a obligés de devenir paresseux. Parce que tout est sur un clic. Ce qu'avant, on peut juste demander à Meta ou à ChatGPT et donc on va avoir des réponses. C'est le même cas pour les étudiants. Maintenant, les étudiants sont devenus très, très paresseux. La créativité des étudiants ont été tués par l'IA parce qu'ils ne voudraient pas penser, ils ne voudraient pas faire des efforts comme avant.
De même, il ne voudrait pas lire les articles, les journaux, les romans. C'est juste parce que tout est disponible sur le clic. Le système d'IA peut corriger des devoirs, analyser des données ou même rédiger des rapports aussi, ce qui réduit notre temps. Ça veut dire le temps des enseignants. On ne doit pas consacrer beaucoup de temps à ces activités routinières. Mais quand même, je pense qu'il y a les inconvénients aussi, parce que nous aussi, moi, je ne suis pas sûre, mais nous aussi, nous sommes devenus un peu paresseux et maintenant, nous ne voudrions pas faire des efforts pour faire des recherches, etc., parce que tout est disponible. Parce que moi, maintenant, j'ai commencé à enseigner une étudiante de IBSL, et ça aussi, je trouve qu'il y a un pléthore de choses sur l'IA. Mais ce que je voudrais dire, on ne doit pas être esclave de l'IA. On doit rester fidèle à nos... on doit réfléchir et on doit continuer à faire des efforts. Donc, on doit intégrer l'IA avec nos études, mais on ne doit pas dépendre complètement sur l'IA. C'est tout. Merci. Très bien, merci beaucoup, Kashmira. Absolument, vous avez raison. C'est-à-dire, il y a une grande présence de la paresse qu'on trouve autour de nous aujourd'hui parce qu'avec un clic, on trouve tout. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut peut-être économiser ce temps-là pour vraiment le mettre pour faire d'autres recherches, peut-être pour aller avec en profondeur, pour approfondir, pour comprendre ces thèmes d'une façon beaucoup plus développée peut-être. Mais c'est vrai que dès qu'on trouve facilement, on ne s'implique pas autant qu'on faisait avant. Ça, c'est vrai. Très bien. Merci beaucoup. Je passe la parole à vous, Champagne. On vous écoute. Bonjour à tous. À mon avis, je crois pour apprendre efficacement, il existe plusieurs ingrédients essentiels, comme la motivation, des efforts réguliers ou un véritable intérêt et surtout une pratique constante. Ces qualités sont profondément humaines et ne peuvent pas remplacer par une machine. L'enseignement supérieur doit donc, je crois, évoluer en intégrant l'IA comme un outil puissant, mais il ne peut pas disparaître, car la dimension humaine reste que tout apprentissage. Donc, en réalité, l'enseignement supérieur n'est pas dépassé. Il est important en transformation. Et l'éducation à l'avenir repose sur une collaboration intelligente entre l'humain et la technologie. Je crois qu'il est important de trouver un chemin équilibré pour chaque individu. C'est tout, monsieur. Très bien, merci beaucoup, Champagne. C'est vrai qu'on a besoin d'avoir cette collaboration et donc une transformation, ce qui est nécessaire auprès des études universitaires et même au niveau scolaire à l'école. Et puis, vous parlez, ce qui est très intéressant à la fin, vous dites qu'il faut faire un mélange et donc on peut dire au lieu l'intelligence artificielle, peut-être l'intelligence humanisée, qui sait, peut-être ça va nous aider vraiment à avoir un équilibre entre les deux. Très bien, merci, Champagne. Merci. Voilà, je passe la parole à vous, Douel Paki. Après, nous allons visionner une vidéo que je vous ai choisie basée sur le même thème. Oui, à vous la parole, Douel Paki. On vous écoute. Ah, merci, désolée, je Non, parle. il n'y a pas de souci, c'est vraiment pour des interactions. C'est intéressant. Allez-y, on vous écoute.
Ok, merci monsieur. Et je suis assez d'accord avec Madame Champaroy et je pense que pour une personne qui est sûre de son intellect, ce n'est pas une menace. Surtout quand les perspectives personnelles et les apports intellectuels sont importants. Ce n'est pas une menace. Au contraire, cela peut enrichir ses compétences en apportant des informations et, et d'autres atouts. Et surtout en réduisant les tâches qui sont répétitives et très, très fastidieuses. Ça peut être très, très fastidieux, non, les tâches administratives. Et c'est très ennuyant aussi. Cela permet en effet de se décharger de nombreuses tâches administratives et de bureaux ennuyeuses. Je pense que pour un projet comme celui que j'ai construit moi-même petit à petit depuis mon enfance. Cela ne peut certes pas remplacer la sagesse de l'expérience humaine. Alors, mais ça peut assurément s'avérer précieux allié comme assistant, c'est ça, mais toutefois, je ne suis pas sûre si la condition va être comme ça pour beaucoup d'années. C'est ça. Pour les études et pour les structures d'enseignement de niveau supérieur, c'est très, comment dire, we are on a bridge right now, si en anglais, je peux dire. C'est comme ça. Alors, on va voir comment ça va Tout à fait, s'enrichir. bien sûr. Oui. On va voir comment ça va s'ouvrir, ça va se développer, c'est vrai. Très bien, parfait. Merci beaucoup, Doel Paquet. C'est très bien. Vous dites que les tâches fastidieuses, ça, on peut déléguer à l'intelligence artificielle pour s'en occuper. Et ce temps qu'on peut économiser, on peut faire quelque chose de créatif pour vraiment avancer. Très bien. Merci. Voilà, ce que je vous ai choisi, c'est une vidéo qui s'intitule « L'intelligence artificielle. Ne faites pas d'études supérieures, c'est une perte de temps ». On va visionner cette vidéo et puis on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe et pourquoi c'est le thème qui dit « Ne faites pas d'études supérieures ». Voilà. Pour faciliter la compréhension, ce que je vais faire, je vais mettre voilà, les sous-titres. Comme ça va nous aider. C'est un petit peu long, mais je pense que ça va aller. Allez-y, écoutez bien. L'université, l'enseignement supérieur est totalement dépassé. C'est-à-dire, il n'a pas intégré l'intelligence artificielle dans ses méthodes, et puis il ne prépare pas nos gamins à être complémentaires, à être compétitifs face à l'intelligence artificielle. Et c'est un sujet qui nous touche beaucoup, Olivier et moi, puisque nous sommes tous les deux pères de famille nombreuses. Donc aujourd'hui, nous ne disons pas glander, ne faites rien, bien au contraire. Nous disons simplement, la plupart des cursus sont devenus inutiles et contre-productifs. Quand vous avez un master de sociologie aujourd'hui, c'est pas une ligne positive sur votre CV, c'est une tâche. Il faut l'effacer parce que tous les employeurs savent que ça ne correspond à rien et que ce sont des formations qui n'ont aucune sociologie. Si je vous écoute la bien. plupart des cursus, effectivement, sont contre-productifs en sociologie. Donc nous ne disons pas ne faites rien. Nous disons tant que l'université ne s'est pas modernisée, ne faites pas, sauf exception, d'études supérieures, travaillez, cultivez-vous, développer l'entrepreneuriat, créer des startups, inventer des nouveaux métiers, de nouveaux types d'entreprises. Il y a un ensemble d'opportunités absolument incroyables, notamment grâce à l'intelligence artificielle. On peut aujourd'hui créer une entreprise avec 0 salarié grâce à l'intelligence artificielle et très peu de capitaux. Donc on est dans un monde d'opportunités extraordinaires. Ne perdez pas votre temps à aller à l'université tant que la fac ne s'est pas modernisée, parce qu'aujourd'hui, c'est le plus souvent du temps perdu. Oui, mais à la fac, on apprend quand même les humanités, comme on disait autrefois, c'est-à-dire on se cultive, on apprend l'histoire, l'économie, les sciences, les arts. Alors certes, c'est peut-être pas, il y a peut-être pas une application directe, mais ça forme un cerveau aussi, Olivier Babot. Mais il faut d'autant plus faire ça, mais beaucoup de diplômes aujourd'hui, la massification aidant, sont devenus des diplômes en chocolat, avec finalement 5 années un peu poussives et un peu paresseuses, où on va un petit peu apprendre, avoir les partiels, et puis on pense que ça y est, on peut faire
fermer les livres et puis aller sur le marché du travail. Malheureusement, c'est pas du tout ce qui se passe. Il y a une révolution incroyable qui est en train d'arriver. Elle commence par qui? Elle commence par les juniors, les plus jeunes, y compris des juniors d'ailleurs qui sont diplômés de la tech aux États-Unis, qui ont de plus en plus de mal à entrer dans les entreprises. Pourquoi? C'est pas l'intelligence artificielle qui remplace le travail des juniors, c'est les seniors avec l'intelligence artificielle qui remplacent les boulots d'entrée de carrière. Et il y a un drame extraordinaire qui est en train d'arriver. On parle beaucoup des retraites avec une amertume assez légitime de la part des plus jeunes qui ont l'impression qu'un peu on leur a coupé l'herbe sous le pied et puis ils vont arriver au moment où il n'y aura plus rien. Il y aura une amertume supplémentaire quand ils vont arriver sur le marché du travail. Ils vont se rendre compte que leurs boulots ont disparu et qu'ils vont avoir un mal fou, même diplômés, à rentrer sur le marché du travail. Bien sûr qu'il faut la culture générale, la capacité à être complémentaire des machines, peut-être aller aussi dans les métiers qui seront pas remplacés par les machines. Là où il y a de l'oralité, le réseau, les métiers du soin, les métiers du lien, les métiers du spectacle vivant. Il y a plein de choses qui vont arriver à exister, mais il faut avoir une vraie stratégie. Aller aujourd'hui dans des facs sans réfléchir à la façon dont vous allez sortir après sur le marché du travail, c'est suicidaire. Charles Consigny. Sans vouloir être désolé. Alors, j'espère que vous comprenez très bien ce dont il parle. Alors, vous avez vu qu'au début, ce monsieur l'a dit tout au début que s'il n'y a pas de changement dans le cursus universitaire, ça va être contre-productif et ça va être compliqué pour les étudiants d'y aller. Donc, il ne faut pas perdre son temps. Et comme on voit qu'il y a vraiment cette opportunité dans le moment présent, et donc il faut travailler, cultiver, vous inventer vos compétences, et donc améliorer vos compétences dont on a parlé. Et puis, il a même dit que pour monter une entreprise, on a besoin de 0 salarié, c'est-à-dire avec l'IA, on peut tout faire. Donc, c'est facile. Et donc, les gens doivent vraiment voir d'autres opportunités qui existent autour d'eux. Et puis, aussi, mais il y avait cette question qui était posée par le présentateur. Lui, il dit que les domaines de sciences et d'économie et tout ce qui est le côté humain, comment est-ce qu'on va avancer? Parce qu'après, l'esprit critique, et donc même pour ça, on a parlé d'autres. Il y a 2 personnes qui sont venues pour comme défendre l'IA et sa présence dans le monde d'aujourd'hui, surtout le monde d'enseignement et d'éducation. Voilà, donc l'autre dit qu'il y a une révolution qu'on trouve même pour le monde du travail. On en a parlé qu'il y a un décalage entre tout ce qu'on apprend et ce qui est exigé au travail. Donc, comment combler même les seniors? Vous voyez, avant, qu'est-ce qui se passait? Les juniors, les nouvelles personnes qui entraient le monde du travail, c'était facile pour eux parce qu'ils étaient vraiment compétents. Mais aujourd'hui, les seniors, eux aussi, ils sont en train de se former avec l'IA. Et donc, presque, on n'a plus besoin de nouvelles personnes parce qu'on peut tout faire avec ces gens-là si expérimentés qui vont intégrer l'IA dans leur aspect professionnel. Voilà. Et donc, il y a ce monsieur qu'on va écouter maintenant, qui est en train de dire à quel point est-ce que l'IA va détruire peut-être notre approche. On l'écoute. Allez-y. Obligeant, j'ai quand même un peu l'impression d'être face à 2 boomers qui ergotent sur leur fantasme de boomer. Parce que moi, il y a peu de gens qui me parlent autant de la révolution que va amener l'IA que les jeunes retraités qui sont en week-end du mercredi au mardi. Alors eux, ils sont à fond sur l'intelligence artificielle. Les autres, ils sont dans la réalité du marché du travail. Et je suis désolé, c'est pas encore ça. Moi, je pense que l'université, elle est au contraire plus utile que jamais. Et là, je pense qu'on pourra se rejoindre face à des générations d'analphabètes. Je veux dire, quand on voit aujourd'hui, par exemple, ça me frappe beaucoup quand je lis ou quand je regarde des interviews de jeunes célébrités, les jeunes comédiens, comédiennes, les jeunes youtubeurs, etc. On a vraiment l'impression d'être face à des gens dont on se demande s'ils ont déjà lu même un livre en entier dans leur vie. Ils parlent comme des racailles, ils ont aucune éducation, enfin c'est absolument affreux. Je pense que on devrait au contraire pousser les jeunes à utiliser l'université dans ce qu'elle peut apporter de mieux, c'est-à-dire, comme le disait Olivier, essayer d'être un peu moins inculte, un peu moins beauf, lire des choses, faire des travaux de recherche qu'on peut pas faire si on n'est pas contraint. Ce qui est utile, je trouve, à l'université, c'est de travailler un tout petit peu sous la contrainte. Moi, je me souviens d'avoir fait mon mémoire de master sur le processus de codification du droit. Comment le Code civil avait bouleversé non seulement le droit, mais finalement toute la France, parce que tout à coup, ça unifiait le droit sur tout le territoire. Tout à coup, c'était une rupture
rupture. Personne dit que c'est par pas rapport. utile, ça. Bah, Oui, mais là, ça, ce que j'entends, c'est que c'est utile. Et deuxième élément, moi, franchement, mais Charles, je tout vois ça- par exemple dans les cabinets d'avocats, tous les avocats commencent à nous expliquer. Et pardon d'être un peu rentre-dedans avec cette histoire de boomer, mais c'est surtout les associés qui sont un peu en pré-retraite qui commencent déjà à nous dire que les jeunes avocats vont servir à rien, etc. Mais pardon, faire des économies. mais non, mais ce qu'on voit dans la pratique quotidienne qu'on en a, c'est que pour l'instant, en tout cas, l'IA ne remplace absolument pas un jeune collaborateur dans un cabinet. Je suis désolé, absolument pas. On a quand même besoin d'avoir des cerveaux humains qui puissent mettre les choses en forme, qui peuvent éventuellement s'appuyer beaucoup sur l'IA, mais qui sont pas remplaçables comme ça en claquant des doigts. Donc je trouve que au début d'Internet, on disait pareil que ça allait tout remplacer, que ça allait, Ça a quand même beaucoup modifié nos qu'il vies, allait Internet. falloir créer un revenu universel. Oui, mais je suis désolé, on n'a pas non plus 35% de chômage dans les pays Est-ce qu'on développés. fantasme Alors, là, Donc ici, vous voyez les contre-arguments. Et donc, ce monsieur, vous avez bien compris, il dit que on voit qu'avec les youtubeurs, les gens qui sont vraiment accros et qui deviennent des célébrités avec l'Internet et surtout l'IA, on trouve qu'il y a aussi cette approche qui n'est pas super bien acceptée par la société parce qu'on voit qu'ils n'ont pas vraiment cette approche gentille d'avancer, de bien parler, de s'exprimer. Et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin d'avoir les universités parce qu'à travers les universités, on peut vraiment avoir un épanouissement personnel et surtout pour se comporter d'une façon correcte dans la société. Et plus avec les contraintes qu'on peut trouver à l'université parce qu'il dit qu'avec l'IA, tout est facile et donc les gens n'ont pas ces défis. Et alors, quand on ne va pas faire face aux défis, ça va vraiment baisser notre niveau de résistance et de vraiment faire des petites luttes pour avancer, pour vraiment trouver ce qui est nécessaire après dans notre vie, parce qu'après, il y a surtout des challenges auxquels on fait face. Mais lui, il dit que ça devient beaucoup plus facile. Mais par contre, à l'université, c'est intéressant parce qu'il y a toujours des contraintes et il faut y aller. Ça, c'est nécessaire. Et pour le deuxième point qui était soulevé par ce monsieur au début, que les jeunes ne sont pas vraiment acceptés parce que les seniors, ils sont formés avec l'IA. Alors, lui, il dit que dans les cabinets d'avocats, on voit qu'il y a toujours cette acceptation des jeunes personnes. Et donc, on avait même dit avec l'Internet que ça va tout remplacer leur grand taux de chômage, mais ce n'est pas le cas toujours. Voilà. Si vous avez des questions, vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas à le dire. Allez-y, on va continuer. La situation des jeunes avocats n'est pas extraordinaire. Comme tu le sais, on a entre 25 et 35% des jeunes avocats en France qui sont au SMIC ou en dessous du SMIC. Donc, mais ça, c'est à cause de l'URSSAF, ça n'a rien à voir. Donc, c'est pas une formation qui est extraordinaire. J'ai pas dit que c'était la faute de l'IA. Nous, on ne dit absolument pas qu'il ne faut pas travailler, qu'il faut glander. D'ailleurs, l'un des chapitres de notre bouquin avec Olivier Babot, c'est le monde de l'IA n'est pas fait pour les grosses feignasses. Il va falloir travailler plus et plus longtemps qu'avant. Ce que nous disons, c'est que l'université telle qu'elle est conçue aujourd'hui, les études supérieures conçues pour aujourd'hui sont souvent contre-productives. Et d'autre part, l'université a accepté tout le monde, c'est massivement massifié, comme on dit, et dans le même temps, elle est devenue complètement laxiste. Comme on le dit dans le livre, on se retrouve dans la situation complètement folle où, par exemple, en Angleterre, 88% des étudiants utilisent ChatGPT pendant les examens écrits surveillés, avec les surveillants qui laissent faire. Donc, effectivement, à la fin, ils ne sont pas motivés puisque c'est ChatGPT qui écrit la copie et pas eux. L'université, non seulement elle n'a pas modernisé ses méthodes, mais en ce moment, elle est en train de favoriser les feignasses et elle décourage l'effort. Comment on peut lutter contre ChatGPT parce que n'importe qui peut l'utiliser? Il faut interdire, nous sommes pour l'utilisation de l'IA, bien sûr, dans les études, pour faire mieux que sans l'IA, mais il faut absolument interdire l'IA pendant les examens écrits, et puis il faut valoriser l'expression orale et les examens oraux. L'examen oral, sans avoir ChatGPT à portée de main, c'est la meilleure façon pour l'enseignement supérieur, pour l'école en général, de valider les acquis et de savoir si on a vraiment travaillé. Qui me dit que votre livre... Voilà, j'espère que vous comprenez très bien que même on a vu en Angleterre, il y avait 88% d'étudiants qui étaient en train d'utiliser le ChatGPT, l'IA, pendant leur examen. Et donc, il y avait même les profs qui surveillaient, mais voilà. Et donc, c'était pas le but parce que après, c'est vraiment ce dont on a parlé, que c'est copier-coller, mais c'est pas le but. Après, comment est-ce qu'on va favoriser l'esprit critique chez les élèves? Ça va être quelque chose de compliqué. Et pour ça, comment
Comment l'éviter? Alors, pendant l'examen, il faut pas utiliser, il faut interdire l'IA, et surtout pour la partie production écrite et production orale, même pour les autres parties, qui sait. Mais c'est vrai que pour l'entraînement, pour la pratique, pour, comment dire, pour apprendre, ça c'est très bien. Mais après, quand c'est vraiment la partie où on va mettre en pratique tout ce qu'on a appris, à ce moment-là, il faut éviter d'utiliser l'IA. Et de plus, ce qui est intéressant, ça me fait penser à ce que disait Kashmir Aji, parce qu'elle a parlé que il y a beaucoup, enfin, c'est la paresse qui est autour de nous, parce qu'avec l'IA, ça devient beaucoup plus facile. Mais lui, il dit que l'IA, c'est pas pour les gens feignants. C'est pour les gens qui s'impliquent énormément pour avancer dans leur carrière. Bien sûr, avec l'IA, il faut beaucoup travailler. C'est là pour faciliter notre travail, mais en même temps, ça, c'est nécessaire d'avancer avec l'IA parce que tout le temps qu'on va économiser, on peut le mettre en pratique pour faire d'autres choses, pour avancer dans notre carrière, notre vie personnelle ainsi que professionnelle. Voilà, je vois, il y a Chetna. Vous voulez dire quelque chose, Chetna? Chetna, je vois, vous voulez dire... Non, peut-être. Bon, on va continuer. Si vous voulez dire quelque chose, n'hésitez pas à lever votre main. Écoutez. Il n'a pas été écrit par l'intelligence artificielle. Bah, ça se remarque un peu encore aujourd'hui, et ce qui est vrai, c'est que l'intelligence artificielle n'est pas bon pour les textes longs. À partir de 4000 signes, ça commence un peu à patiner. Alors un jour, peut-être, hein, ça écrira en un clic, mais aujourd'hui, alors il se trouve qu'on avait quand même écrit beaucoup de livres avant que l'IA existe, donc on peut nous donner crédit du fait qu'on sait écrire. Les gens savent le plus dur quand on est deux, c'est surtout il faut qu'on négocie les thèmes, et puis on n'a pas le même style, et donc voilà, ça c'est ça qui est le plus dur. Ce qui fait peur, je pense, c'est la disparition de certains métiers. On dit l'intelligence artificielle fera mieux que nous. Quels sont les métiers les visés, en fait, précisément? Il n'y a pas de métier qui va disparaître. On n'est pas du tout dans cette logique. Les métiers, les métiers vont être transformés. Ils vont être profondément transformés. Par exemple, aujourd'hui, l'IA est 4 fois meilleure pour faire un diagnostic médical que les médecins. 4 fois meilleure. Et puis, intelligence artificielle plus médecin, c'est moins bien qu'intelligence artificielle sans médecin. Donc, ça prouve bien qu'il faut réorganiser les études. Mais il va servir à quoi, le médecin? Nous ne pensons pas du tout que le médecin va disparaître. Le médecin va faire davantage de recherches. Il y a des tas de maladies pour lesquelles on n'a pas encore de traitement. L'IA pourra pas faire des recherches. Grâce à l'intelligence artificielle, la médecine va faire des gros progrès. On le voit déjà, le patron de l'intelligence artificielle chez Google, Demis Hassabis, il a eu le prix Nobel de chimie 2024 car il a découvert, grâce à l'IA de Google, la structure en 3 dimensions des 200 millions de protéines qui existent sur Terre, ce qui est fondamental pour le monde de l'agriculture et pour le monde de la médecine, notamment pour comprendre les maladies du cerveau et pour bien comprendre les cancers les plus graves qu'on ne sait pas encore traiter. Donc il y a des champs entiers pour la médecine qui vont s'ouvrir grâce à l'intelligence artificielle. C'est vrai, dans tous les métiers, nous allons avoir des milliers de nouveaux métiers, de nouveaux types d'entreprises qui vont être possibles grâce à l'intelligence artificielle. On rentre pas dans la mort du travail. On est dans une mutation radicale du travail avec des milliers d'opportunités pour ceux qui vont être courageux. Oui, mais ce que je comprends pas, c'est qu'à la fois on nous dit il faut travailler plus parce qu'on vieillit plus, enfin on meurt plus tard, mais en même temps l'intelligence artificielle va nous mâcher le travail. Donc en fait, on va quand même avoir des travaux moins pénibles. Elle va nous aider à faire mieux. Ce temps dégagé, alors effectivement, on a de plus en plus de loisirs, on a de plus en plus de temps libre dans notre vie. Le risque, c'est ce qu'on appelle l'abdication cognitive. C'est-à-dire que justement, tu laisses faire la machine, de la même façon que tu vas prendre les escalators et pas les escaliers. De plus en plus, tu as des escalators intellectuels. C'est-à-dire qu'elle va réfléchir pour toi. Et il y a une étude du MIT terrible qui a montré que quand tu faisais ça, ton cerveau, évidemment, il s'atrophie en fait assez rapidement, ce qu'on appelle une dette cognitive. En fait, tu as l'impression que tu as fait quelque chose. En réalité, tu oublies très très rapidement, tu sais pas ce que tu as fait, et puis tu vas payer cet effort que tu n'as pas fait. Donc l'un des éléments terribles, et Charles parlait de discipline, il va falloir une autodiscipline énorme pour bosser quand même, pour être complémentaire des machines. Mais effectivement, il y a des... Mais ça, on a déjà mis le nez dedans. On y est déjà, et même le métier de professeur. Tiens, moi je suis professeur à l'université, je suis persuadé que ça va disparaître. En fait, ça va disparaître au sens où ça va muter. C'est-à-dire que demain, les apprentissages, si on prend par exemple le droit, ça va pouvoir être fait avec un professeur individuel, un précepteur, qui sera une IA, qui va connaître parfaitement tous ces échanges, qui va vous connaître exactement dans ce que vous savez, dans ce que vous savez pas, connaître vos lacunes, travailler dessus. Exactement. Et d'ailleurs, ça sera peut-être probablement un robot humanoïde, exactement comme Aristote était le précepteur d'Alexandre le Grand autrefois, sauf que jusque-là, c'était trop cher d'avoir un élève, un professeur par élève. Alors le professeur, il fera quoi? En fait, il va toujours exister, mais ça va devenir plutôt un coach, un accompagnateur, une sorte de guide. On en a besoin. Alors si, parce que
garder 800 000 profs. Sauf qu'il va pas faire un amphi avec 800 comme aujourd'hui, avec 800 étudiants comme aujourd'hui en droit. Il va les voir en one-to-one, un à un, en face à face. Et puis c'est toute la vie qu'il va falloir apprendre. C'est pas seulement 4 ou 5 années dans la vie, c'est toute la vie. Et donc on va être des accompagnateurs où on va essayer de voir la cohérence du travail d'apprentissage qui sera fait pendant ce temps-là. Une étude de l'OCDE a montré qu'un savoir professionnel avait jadis une durée de vie de 30 ans. Aujourd'hui, un savoir professionnel a une durée de vie de 2 ans. Donc il faut sans arrêt apprendre des choses nouvelles parce que les savoir-faire finalement n'ont plus de valeur et à cause de l'évolution technologique qui est foudroyante. Donc apprendre toute la vie, c'est vraiment la bonne recette. Faire des études en one shot et après glander intellectuellement, ça n'est pas du tout la solution pour la nouvelle génération. Voilà, et donc vous avez vu, c'était un débat assez intéressant parce qu'à la fin, on a compris qu'il a dit qu'avant, travailler pendant 30 ans, on peut vraiment dire et être vraiment, je veux dire, presque parfait et un expert dans son domaine, mais aujourd'hui, dans 2 ans, on peut dire, moi, je suis parfait, je suis expert, mais après, quand je vais mettre en pratique mes connaissances, à ce moment-là, je vais être évalué, jugé par les autres si je comprends très bien ou pas. Alors, lui, il dit que je suis pas pour dire que non, c'est pas important. C'est très important vraiment de travailler, créer une bonne base de ses connaissances. Mais après, comment travailler avec l'IA, avec la complémentarité, d'avancer, et comme il dit à la fin qu'il y a un prof de droit, peut-être il connaît bien son domaine, mais il va utiliser l'IA pour vraiment aider, favoriser les échanges avec les élèves. Et surtout, ça va être, comme on dit que c'était ça va être intéressant parce qu'il y aura un prof, et donc on peut considérer, je pense que c'est Doel Baki qui disait qu'il y aura un prof comme notre IA et puis un étudiant. Et donc, il y aura un échange one-to-one, c'est-à-dire avec, je dirais, un cursus personnalisé, individualisé qu'on va entamer. Et puis aussi, tout au début, je crois que vous avez compris que le présentateur a dit à ces 2 experts, comment est-ce qu'on peut comprendre le livre que vous avez sorti? Est-ce que c'était avec l'IA? Ils ont dit, bien sûr, ça peut aussi être une réponse, mais en fait, on a bien travaillé, on a bien bossé dans notre carrière. Et donc, aujourd'hui, on a ce talent de vraiment l'écrire et même on a écrit d'autres livres avant. Et c'est pour ça, même si utiliser l'IA, il faut avoir une bonne connaissance dans son domaine. Et puis, avec l'IA, ça ne va pas disparaître les métiers, mais ça va transformer ce dont on a parlé, parce qu'avec les nouvelles maladies qu'on trouve, peut-être le médecin il sera toujours là, mais l'IA va l'aider à vraiment faire avancer les recherches pour trouver les nouvelles maladies avec les solutions et dans tous les secteurs. Voilà, c'était ça. Et puis, comme d'habitude, je vous ai préparé un petit document. Si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à le partager avec nous. Voilà, je partage un petit document que je vous ai préparé pour terminer la séance aujourd'hui où on va parler certains aspects de l'IA. Alors, j'espère que c'est clair pour vous, c'est visible. Voilà. Alors, on voit que, ici, c'est la démocratisation. Alors, le thème, c'est face à l'IA, l'enseignement supérieur est-il dépassé? Voilà, tout d'abord, c'est la démocratisation, ce dont on a parlé, que l'IA rend le savoir accessible à plus grand nombre, indépendamment du lieu, du coût ou du niveau académique des apprenants. C'est-à-dire, c'est vraiment d'une façon démocratique. Tout le monde a un accès à la technologie et donc, ça devient beaucoup plus facile pour tout le monde d'apprendre. Et puis, l'IA permet l'accès à des ressources éducatives de qualité gratuitement ou à faible coût. Et puis, les étudiants du monde entier peuvent apprendre au même rythme que ceux des grandes universités. Avant, il y avait cette disparité entre les gens en ce qui concerne s'ils étaient de milieux défavorisés. Et donc, aujourd'hui, tout est pareil. Il y a cette égalité entre tout le monde. Voilà. Et puis, les barrières linguistiques diminuent grâce aux traductions instantanées par l'IA. Et puis, les tuteurs virtuels offrent un accompagnement personnalisé à des millions d'apprenants. Et tout à la fin, l'apprentissage devient flexible. On apprend quand on veut, où on veut. Voilà. Et puis, si on parle de la complémentarité, ce dont on a parlé, que l'IA ne va pas tout remplacer, mais il y aura pas de concurrence, pas de compétition, mais plutôt, ça va être un équilibre entre le prof et puis la technologie. Et donc, l'IA ne remplace pas l'enseignement, elle renforce son rôle et optimise son travail. Alors, l'IA automatise les tâches répétitives, correction, feedback, gestion de travail, voilà. Les enseignants peuvent se concentrer sur le mentorat, l'analyse et le développement du raisonnement. Ça, c'est nécessaire. Comme on avait dit, l'esprit critique. Et puis, l'IA aide à repérer les lacunes des étudiants et propose des solutions ciblées. Et puis, l'enseignement devient un guide critique face aux erreurs, aux biais des systèmes d'IA. Et puis, le modèle, voilà, idéal est un hybride humain-IA.
pour un apprentissage plus efficace. Et quand on parle de la suppression des inégalités éducatives, voilà, et donc en offrant un accès massif et égal au savoir, l'IA peut réduire les écarts éducatifs si elle est bien encadrée ou pas. L'accès numérique permet aux étudiants défavorisés d'atteindre les mêmes ressources que les autres, parce que tout est en version numérique aujourd'hui. Ça coûte presque rien, parce qu'on peut le faire circuler partout avec WhatsApp ou d'autres logiciels. C'est super facile. On n'a même pas besoin de les imprimer, donc c'est facile. L'IA peut s'adapter aux besoins des élèves avec difficultés ou handicap. Elle offre des parcours individualisés pour éviter le décrochage scolaire. Les régions éloignées peuvent bénéficier d'un enseignement de haut niveau et tout à la fin, condition essentielle, c'est garantir l'accès aux outils et à Internet pour tous. Tout le monde a un smartphone aujourd'hui, donc c'est facile. Et aussi les nouveaux mérites. Il y a cette redéfinition de la notion de mérite. Avec l'IA, le mérite ne repose plus uniquement sur la connaissance brute, mais sur des compétences humaines et cognitives. C'est-à-dire, moi, peut-être, quand on était petit, il y avait certains étudiants qui avaient de bonnes notes, mais aujourd'hui, est-ce que ceux qui avaient obtenu de bonnes notes, ils existent dans ce monde avec une bonne compétitivité ou on ne les trouve pas? Parce que la question qui se repose sur les bonnes notes, ça n'existe plus maintenant. C'est-à-dire, c'est avec votre approche, comment vous entamez et comment est-ce que vous allez résoudre les problèmes. Ça va être votre approche humaine et cognitive qui va vraiment vous donner une chance pour avancer dans votre vie, dans le monde d'aujourd'hui. Et donc, le mérite traditionnel basé sur la mémorisation perd de sa valeur. Le nouveau mérite repose sur la créativité, l'analyse, l'esprit critique et l'éthique numérique. Et puis, les étudiants doivent savoir utiliser l'IA intelligemment, pas seulement produire des réponses copier-coller. Non, c'est pas le but. L'adaptabilité, la capacité à apprendre rapidement et la résolution de problèmes deviennent essentielles. Et puis aussi, le mérite devient plus équitable. Chacun peut progresser grâce à un accompagnement personnalisé dont on a parlé, et puis combler le fossé entre la théorie et le marché du travail. On a vu qu'il y a vraiment cet écart entre les deux. Et puis, l'IA permet de rapprocher les formations universitaires des besoins réels des entreprises. L'IA analyse les tendances du marché et aide à ajuster les programmes en temps réel. Et puis, les compétences demandées, par exemple, data ou analyse, communication, IA, éthique peuvent être intégrées plus vite. Les étudiants s'entraînent sur des simulations professionnelles IA. L'IA prépare les étudiants à des professions émergentes encore absentes des cursus. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir cette approche basée sur l'avenir. Qu'est-ce qui va m'aider dans l'avenir futuristique? Ça, c'est notre approche. Et pour terminer, je vais parler des outils, je veux dire les nouveaux emplois créatifs et innovants qu'on peut trouver avec l'IA, qui est moteur de nouvelles professions. On voit que l'IA ne détruit pas seulement des métiers. Enfin, c'est pas ça. Mais il y a une transformation. L'idée, c'est que ça détruit pas. L'idée, c'est de trouver une transformation et la création de nouveaux métiers, et souvent plus créatifs, plus techniques et plus stimulants intellectuellement. On voit que l'essor de l'IA génère des métiers entièrement nouveaux, prompt designer, data ethicist, l'IA trainer, spécialiste en alignement, analyse en cybersécurité cognitive, etc. Les industries culturelles, artistiques et pédagogiques, peut-être on a dit que c'est le côté humain et donc ça ne va pas être favorisé par l'IA, mais on voit qu'il y a des rôles hybrides mêlant créativité humaine et la technologie d'IA. L'innovation devient un peu enjeu central, conception d'applications, d'outils éducatifs intelligents, des plateformes de formation interactive, et puis aussi les compétences humaines, imagination, narration, design, stratégie sont valorisées car l'IA amplifie leur portée. Et tout à la fin, ces nouveaux métiers exigent une formation continue, ce dont on a parlé, apprentissage à vie, que les universités doivent intégrer rapidement pour rester pertinentes. Voilà. Et donc, l'IA, c'est quelque chose qui est très, très important aujourd'hui. Et donc, on va vraiment profiter avec notre présence humaine sur cette planète. Voilà, c'est tout que j'avais à vous dire. Et merci d'être venu et de votre présence si intéressante et si importante pour la science. Merci. Merci Merci beaucoup. beaucoup, professeur. Mais Bonne moi, journée. je voudrais dire que Oui. pas dans les années jusqu'à 2050, ça va, mais après, on va devenir inutile, hein, les profs, parce que
même le tutorat qu'on fait maintenant, l'IA, le robot peut faire avec l'étudiant, avec moindre coût. Oui, Moindre c'est vrai. coût. Absolument, absolument. Vous avez raison, Reshmi a dit. Mais peut-être, je ne sais pas si on va être inutile, mais on va être utile d'une autre façon. On va voir ça. Oui. Non, Très bien. inutile, je veux dire que peut-être pas inutile, Je mais comprends. Non, comme, je comprends votre sens. Oui, oui, tout à fait. comme On va être professeur, transformé. peut-être oui, notre valeur va réduire. Oui, tout à fait. Peut-être ça va créer d'autres valeurs pour nous, qui sait. Voilà, je vous Ok, souhaite, merci. je vous souhaite bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Bonne journée.